c'est Envie de paysan. La campagne Envie de paysan, l'idée en fait c'est de parler d'agriculture à des urbains et particulièrement dans cette semaine à des étudiants qui sont amenés à l'agriculture décideurs et qui du coup nous on considère, c'est pour ça qu'on organise cet événement, que c'est important de prendre en considération l'agriculture comme une politique publique parmi les autres. Et alors, je veux dire un truc important, c'est que cette campagne est financée par l'Union européenne et la Direction générale de l'agriculture et du développement rural. Et merci à eux. Merci à l'Union européenne. Et donc du coup, la conférence de ce soir, c'est sur la souveraineté alimentaire au XXIe siècle. Et donc le rôle que pourra jouer l'agriculture paysanne et que joue déjà l'agriculture paysanne dans le monde pour qu'on soit souverain alimentairement parlant. Et je vais laisser la parole à Aurélie Trouvé, qui est donc économiste, maître de conférence à l'AgroParisTech et l'auteur du Business dans le pré qui est apparu en 2015. Et après, donc, on sera rejoint par M. De Scutter, qui est juriste et ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation à l'ONU. Bon, bonsoir à tous. Je vais essayer d'assurer en attendant l'arrivée d'Olivier De Scutter. Bon. Donc en plus, je comptais plutôt parler en deuxième après lui et rebondir sur ce qu'il disait. Donc c'est d'autant plus compliqué, mais ce n'est pas grave. C'est l'improvisation. Oui, donc j'aime toujours bien commencer justement avec une anecdote. Et du coup, je répondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire on s'adresse à des urbains sur l'agriculture et le rural. Ça me fait penser à un débat que j'ai eu pendant le salon de l'agriculture avec François Patria, qui est le président du conseil régional de Bourgogne, et qui en gros me disait: mais vous êtes une citadine, vous ne savez pas et vous n'avez pas à parler d'agriculture, puisque vous ne connaissez pas l'agriculture, vous ne vivez pas dans la campagne, vous êtes une parisienne. Et je pense que c'est assez grave de dire des choses comme ça, dans le sens où je pense que, justement, à mon avis, c'est important que l'ensemble des citoyens, et donc les urbains, se saisissent des questions agricoles et alimentaires, et je dirais au-delà du monde agricole, justement, hein, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on dépasse la sphère agricole et paysanne pour pouvoir parler de souveraineté alimentaire, de ce qu'on souhaite comme modèle agricole et alimentaire. Bon, il se trouve qu'il y a des organisations paysannes qui le font plutôt bien, d'autres beaucoup moins bien, à mon avis. Mais bon, voilà, là on a la chance d'avoir une campagne Envie de paysan qui est organisée avec la Confédération paysanne. Mais je parlerai des alternatives, peut-être si j'ai le temps tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations paysannes qui se tournent vers les organisations citoyennes de solidarité internationale, de commerce équitable, environnemental, de terre de liens, les AMAP, etc., qui essayent de travailler avec elles pour proposer un autre modèle agricole et alimentaire, fondé sur la question une vraie agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire. Donc voilà, tout ça pour partir de cette anecdote et pour dire que cette idée que nous devons nous saisir en tant qu'urbains ou même citoyens non agriculteurs de ces questions-là, c'est pas aujourd'hui complètement acquis dans la société française. Voilà, sachant que la France a aussi une grosse tradition de cogestion entre l'État et le syndicalisme agricole majoritaire pour gérer les politiques agricoles. Mais on pourrait se dire que l'agriculture, c'est aussi l'affaire des consommateurs, des usagers des campagnes, de tout un tas des contribuables aussi, parce qu'il faut vous rappeler quand même que vous payez chacun à peu près 100 à 200 euros par an pour l'agriculture, pour plus spécifiquement la politique agricole commune, donc le contribuable aussi a son mot à dire sur ce qu'on fait de cet argent et la façon dont on soutient notre agriculture et ce qu'on veut en faire. Voilà. Bon, c'était une toute petite intro, mais en fait, ce que je voudrais développer rapidement, parce que donc, je veux tenir une demi-heure, parce que je pense que vraiment ce qui est intéressant, c'est d'écouter Olivier De Scutter. Alors c'est pour ça que je vais sortir d'abord mon portable. Je ne sais pas mon téléphone portable. Hein. Sinon, je sais que je vais dépasser. Ouais. Voilà. Non, mais c'est bon. Voilà. Juste pour
pour pas être trop long. Donc je voulais commencer sur la question de la mainmise, si vous voulez, des multinationales et de la finance, puisque, voilà, pour après parler de souveraineté alimentaire, mais d'abord vous parler du contexte actuel, de cette mainmise des multinationales, des investisseurs privés et de la finance sur le monde agricole et alimentaire, et je dirais à mon avis avec un nouvel envol depuis, moi je dirais une dizaine d'années, de la part de ces investisseurs privés, de cette finance. À mon avis, il y a un nouvel envol de cette financiarisation du monde agricole et alimentaire ces dernières dizaines d'années. Avant de vous parler plus spécifiquement des alternatives et de ce qu'on peut porter en termes de souveraineté alimentaire. Donc d'abord, mainmise des multinationales sur petit à petit l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, puisque l'agriculture et l'alimentation deviennent véritablement des objets de profit privé, de profit des actionnaires, pardon, de profit de grands investisseurs privés de plus en plus, par le biais de différents mécanismes. Alors d'abord, évidemment, vous savez que ça commence par le négoce des produits agricoles et alimentaires qui aujourd'hui est concentré de plus en plus entre quelques multinationales. Par exemple, si vous prenez les céréales, c'est ADM, c'est Bunch, Cargill, Louis Dreyfus. Hein. Si vous prenez par exemple les bananes, c'est Chiquita, Dole, Del Monte. Donc vous avez à chaque fois une poignée de multinationales qui en fait arrivent à gérer l'essentiel du négoce international des produits agricoles et alimentaires, mais du coup qui ont un pouvoir extrêmement important sur les prix alimentaires qui sont pratiqués dans le monde. Et le problème, c'est que ces prix alimentaires aujourd'hui, ces prix alimentaires internationaux, ce sont ces prix alimentaires-là qui font les prix de notre alimentation, je l'expliquerai tout à l'heure, par le biais d'une libéralisation des marchés. Donc aujourd'hui, l'essentiel des prix qui sont pratiqués en France, par exemple, ça s'aligne sur les cours internationaux qui sont eux-mêmes fortement influencés par ces quelques multinationales, d'où le pouvoir exorbitant de ces grandes multinationales qui font le négoce. Donc ces multinationales, donc contentes d'avoir cet échelon, cette étape de la chaîne agroalimentaire, s'accapare également l'échelon de la production petit à petit, alors évidemment par le biais de ce qu'on appelle, alors je pense qu'Olivier de Schutter reviendra là-dessus très largement, par le biais de l'accaparement des terres. Alors vous savez que l'accaparement des terres, c'est à la fois par le biais de pays, hein, ce qu'on appelle les fonds souverains, donc de pays qui ont des moyens pour acheter des terres à l'étranger et pour, entre autres, se procurer une certaine sécurité alimentaire. Hein. C'est comme ça que, par exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, va faire des investissements importants pour s'accaparer des terres en Éthiopie ou dans d'autres pays africains ou ailleurs. Mais c'est aussi par le biais de grands investisseurs privés. Alors, bon, juste un chiffre, hein. Par exemple, en 3 ans, de 2006 à 2009, la FAO, donc les Nations Unies, estimé qu'il y avait à peu près l'équivalent de la superficie agricole française qui était ainsi accaparée par le biais de ces investisseurs qui soient privés ou publics. Donc l'échelon de la production, aujourd'hui par exemple si vous prenez les volailles, le secteur des volailles et des œufs, c'est à peu près, on estime que c'est à peu près 2/3 de la production mondiale qui est aujourd'hui faites soit dans des exploitations qui appartiennent directement à ces global players, à ces grandes multinationales, soit en contrat direct et extrêmement contraignant avec ces multinationales. Donc c'est dire à quel point ces multinationales mettent la main petit à petit, non seulement sur le négoce, mais aussi sur la production directement agricole et alimentaire, par aussi, par exemple, la construction de fermes géantes. Alors moi je travaille plus particulièrement sur le secteur laitier. Bon, c'est pas nouveau, hein. Dès les années 90, Danone avait monté une ferme qui faisait, si ma mémoire est bonne, c'est 90 000 bovins. Voilà, mais en ce moment, on a énormément d'investissements qui sont faits pour des fermes géantes de plusieurs dizaines de milliers de vaches en Asie, tout simplement, puisqu'on sait qu'il y a énormément d'importations de lait dans ces pays asiatiques. Eh bien, on rapproche la production du consommateur, alors on pourrait se dire tant mieux, sauf que c'est par le biais d'énormes investissements privés qui sont faits, par exemple par Nestlé, par Fonterra, par tout un tas de multinationales
du lait pour construire ces fermes à plusieurs dizaines de milliers de vaches et se rapprocher ainsi des bassins de consommation. Voilà, donc s'accaparer de la part des multinationales l'échelon de la production, l'échelon du négoce, l'échelon évidemment des semences. Alors je crois que vous avez eu, pour ceux qui sont venus, je crois qu'il y a une conférence sur la question des semences. Demain. C'est demain, pardon. Frédéric Thomas, c'est ça, et Guy Kastler. Voilà, il vous racontera ça bien mieux que moi. Et donc l'échelon de la disons, il s'approprie l'échelon de la semence, c'est-à-dire que finalement il s'accapare par le biais du brevetage un travail de sélection des variétés qui a pris des siècles pour les agriculteurs. Il s'accapare par le biais du brevetage, c'est-à-dire un brevet, et on s'accapare ainsi le droit et la propriété de cette variété en question. Comment on fait également pour ça? Eh bien, on rend de plus en plus difficile la capacité des agriculteurs à s'échanger et à semer eux-mêmes et à produire eux-mêmes leurs propres semences. Et puis également, alors tout ça c'est bien mieux raconté par Frédéric Thomas ou par d'autres, également, la dernière façon de faire, c'est également d'obliger l'agriculteur à racheter à chaque acte de semence la semence en question par le biais des semences hybrides. Et puis le dernier niveau étant évidemment la production d'OGM, donc 90% en gros sont produits par Monsanto. Donc voilà, donc on s'approprie comme ça de la part des multinationales tout un tas d'échelons ou d'étapes de la chaîne agroalimentaire. Donc accaparement par les multinationales qui ont de ce fait un pouvoir considérable sur la façon d'échanger, de produire, de consommer les produits alimentaires. Alors ça, je pense aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire tout en déguisant tout cela d'un verdissement des discours et des publicités, c'est-à-dire qu'on utilise fortement le discours environnemental pour déguiser tout cela. Et alors vous allez sur n'importe quel site de multinationale, quelles que soient ses activités, y compris par exemple, des multinationales qui produiront des engrais, des herbicides, etc. Vous trouverez dedans tout un argumentaire sur le durable, sur le développement durable, sur l'environnement, etc. De la même façon que vous trouverez de plus en plus un argumentaire sur le développement, l'altruisme, la solidarité internationale, etc. Très souvent de la part de ces multinationales, au nom du développement des pays du Sud, etc. Donc, par exemple, Danone est un parfait exemple. Il maîtrise extrêmement bien tous ces discours qui permettent de mieux vendre, tout en affichant une vertu environnementale et de développement des pays du Sud. Voilà, donc mainmise de la part des multinationales, mainmise de la part de la finance, à travers donc la financiarisation, c'est-à-dire le fait qu'on ait une entrée massive des capitaux financiers dans l'investissement dans le secteur agricole et alimentaire. Et alors cette financiarisation, elle passe en particulier par ce qu'on appelle les spéculations sur les matières premières agricoles. Donc je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est en fait, ce qu'on appelle les marchés à terme ou les contrats à terme. Alors, je ne sais pas si je rentre dans le... Est-ce que ça vous intéresse que je rentre un tout petit peu dans le mécanisme? Donc ces contrats à terme, en fait au départ, ils sont assez anciens, ils datent du 19e siècle. Et ces contrats à terme, ils étaient faits au départ pour que le vendeur et l'acheteur de produits agricoles s'assurent contre un vrai risque commercial. C'est-à-dire que celui qui vendait son produit agricole, il s'arrangeait avec son acheteur de produits agricoles sur un prix plusieurs mois à l'avance. D'accord ? Et donc c'était ça un contrat à terme. Et donc il y a une sorte de bourse avec des contrats, des engagements qui sont des engagements papier. Je m'engage dans 4 mois par exemple à livrer dans tel port tel produit, dans telle quantité, avec telle qualité. Alors il y a toujours eu dans ces processus-là également ce qu'on appelle des vrais spéculateurs financiers, des purs spéculateurs, c'est-à-dire qui n'ont jamais le produit physique entre les mains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est des purs financiers. Mais à l'époque, si vous voulez,
en fait, récemment, jusque dans les années 90, il y avait relativement peu de spéculateurs qu'on appelle des purs spéculateurs. Et l'essentiel de ces marchés, c'était quand même des vendeurs et des acheteurs physiques qui achetaient et vendaient physiquement des marchés agricoles, des produits agricoles et qui s'assuraient contre un vrai risque commercial. Mais voilà, dans les années 90, s'enclenche une vraie dérégulation des marchés financiers, c'est-à-dire que les fonds de pension, les assurances-vie, tous ces joyeux produits de la finance, les fonds indexés, sont de plus en plus capables de spéculer sur l'ensemble des marchés financiers avec de moins en moins de barrières de la part de l'acteur public, enfin des pouvoirs publics. Donc cette dérégulation des marchés financiers, elle va faciliter, si vous voulez, le gonflement de la sphère financière. À cela, en plus, s'ajoute qu'au début des années 2000, il y a plusieurs crises financières. Et donc, que font les spéculateurs financiers, pour une partie d'entre eux? Ils se dirigent vers les marchés à terme agricoles. Et c'est là qu'on voit débouler énormément de spéculateurs financiers sur ces marchés agricoles, à tel point que, voilà, on parle de plusieurs dizaines de fois le volume, multiplication de plusieurs dizaines de fois le volume des spéculations financières sur ces marchés à terme. C'est Barclays qui parle, la banque Barclays parlait de je ne sais plus combien, 200 milliards de dollars, rien qu'en 2011, qui sont investis sur ces marchés à terme agricoles. Bon, enfin, il y a plusieurs estimations, mais enfin, c'est pour vous dire l'énormité de cet investissement financier hein, qui est multiplié par je ne sais combien. Et donc, on a des marchés à terme qui, du coup, obéissent de moins en moins à la logique de ces vendeurs et de ces acheteurs, c'est-à-dire de coopératives agricoles, de négociants agricoles, etc., et de plus en plus à des purs spéculateurs financiers. Et qu'est-ce qui se passe dans un marché financier classique, et en plus qui a été dérégulé? Des bulles et des crashs spéculatifs. Hein, c'est tout à fait... Puisque, si vous voulez, c'est... bon, je vais revenir dans le débat, mais si vous voulez, la façon dont fonctionne un marché financier fait qu'en fait, vous avez forcément cette création de bulles et de crashs spéculatifs. Parce qu'en gros, dans un marché classique, plus le prix augmente, et moins vous avez d'acheteurs, vous êtes d'accord? Alors dans un marché financier, plus le prix augmente, et plus vous avez d'acheteurs. Parce que quand vous avez le prix de votre actif financier qui augmente, vous vous dites « Ah, ça va continuer à augmenter », donc vous achetez, tout le monde se rue sur l'actif financier, jusqu'à un moment donné où on se rend compte que la réalité n'est plus en accord avec le prix qui est fixé sur le marché financier. D'accord? Et c'est ça qui s'appelle ensuite un crash spéculatif. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés à terme agricoles, c'est-à-dire qu'on a des spéculateurs purement financiers qui n'obéissent plus du tout à l'état des marchés agricoles réels. Hein, donc par exemple, si le prix du blé, s'il y a une toute petite variation de production de céréales dans le monde, par exemple une toute petite diminution, les spéculateurs financiers vont se dire « Oh là là, les prix vont augmenter », ils achètent des marchés à terme en pagaille, le prix flambe, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est plus du tout en lien avec la réalité, et ça chute complètement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors vous me direz, on s'en fout, ça se passe sur les marchés à terme. Le problème, c'est que, et ça a été démontré X fois, et même les institutions internationales ont dû l'admettre après la crise alimentaire mondiale, disons la flambée des prix de 2007-2008, ils ont dû admettre que ce qui se passe sur les marchés à terme, donc la flambée des prix notamment qu'il y a eu en 2007-2008, ce qui se passe sur les marchés à terme, c'est lié à ce qui se passe sur les marchés de prix agricoles réels, si vous voulez. Donc les prix réels alimentaires dans le monde sont évidemment fortement influencés par les prix sur ces marchés à terme. Et c'est bien ça le problème. Donc quand vous avez des bulles et des crashs spéculatifs sur ces marchés à terme, du fait de la financiarisation énorme de ces marchés à terme, eh bien vous avez à côté des prix alimentaires qui peuvent flamber, comme on l'a vu en quelques mois, énormément, puis subir un crash spéculatif. Donc ce sont des spéculations meurtrières au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire que ces spéculations-là, derrière, il y a des morts de faim, hein. Il y a des famines, et on l'a vu en 2007-2008 avec les révoltes de la faim. Donc financiarisation, qui n'est pas un phénomène propre à l'agriculture, hein, puisque aujourd'hui, vous savez que petit à petit, toute ressource sur la planète, tout État, tout individu, tout événement sur Terre
peut devenir, à un moment donné ou à un autre, objet de spéculation. C'est le propre du capitalisme financier qui fait que ces investisseurs privés, ces financiers, ont besoin de récupérer des profits petit à petit, là où ils peuvent. Donc, cette finance, elle s'étend de plus en plus à des sphères de la société pour pouvoir augmenter le volume possible de profit. Il se trouve que, eh bien, l'agriculture, l'alimentation en a fait les frais via les marchés à terme agricoles, mais on pourrait également parler des marchés carbone, on pourrait parler de tout un tas évidemment de la spéculation qu'on a connue sur des monnaies, sur des... Voilà, comme on a connu sur la Grèce, etc. Mais si vous voulez, c'est pour vous montrer que cette logique de la financiarisation, des spéculations financières, qui, in fine, peuvent se révéler meurtrières, elle ne se déroule pas que dans le secteur agricole alimentaire, mais ce secteur agricole alimentaire en est un témoin et une victime importante. Voilà, donc sur cette mainmise des multinationales et de la finance, et je finirai par un dernier élément. Où en suis-je? Ça fait une demi-heure déjà? Hein? 20 minutes? Ah, voilà. Alors, dernier élément avant de parler des alternatives, parce que je pense que c'est ça qui est important. Dernier élément pour brosser ce tableau, qui est plutôt noir pour l'instant, de cette mainmise, enfin cet agro-business, c'est la question évidemment de la libéralisation des échanges et de la façon finalement dont on a avantagé cette domination de l'agro-business par le biais d'une libéralisation continue des échanges agricoles et alimentaires. Alors en quelques mots, mais il faudrait évidemment y passer beaucoup de temps, ça s'est fait par le biais, alors je dirais en tout cas sur les 40 dernières années, par le biais des institutions internationales, mais évidemment institutions internationales qui sont elles-mêmes pilotées par les États. Donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OMC, on ne peut pas juste dire ce sont les institutions internationales, ce ne sont pas les États. Évidemment, les États ont une responsabilité particulière dans le comportement de ces institutions. Et par exemple, dans l'OMC, évidemment que l'Union européenne, les États-Unis, mais l'Union européenne également, est un acteur assez central, puisque c'est un des premiers importateurs, exportateurs, première zone d'échange agricole, et qu'elle a évidemment, à ce titre, un pouvoir considérable sur l'évolution des négociations. Alors comment ça, très brièvement, du coup je vais être obligée d'un peu de caricaturer, comment ça s'est passé? Bien, dans les années 80, vous savez, vous avez une grave crise de la dette, comme il y a eu en Grèce récemment, sauf que ça s'est passé pour les pays du Sud. Grave crise de la dette, donc une dette qui a explosé pour diverses raisons, mais notamment parce que les évolutions monétaires et la politique des États-Unis font que leur dette a extrêmement augmenté dans ces années 80. Et ces pays du Sud ont dû, presque tous, par exemple en Afrique subsaharienne, on peut dire que c'est quasiment tous les pays, ont dû se tourner, en Amérique latine, en Asie, etc., ont dû se tourner vers le FMI et la Banque mondiale pour avoir des liquidités, pour avoir des prêts supplémentaires qui leur permettent bien de ne pas être en faillite. C'est ce qui pourrait se passer, par exemple, pour la Grèce. Donc pour ne pas être en faillite, en fait, et pour continuer à financer leur économie, se tournent vers le FMI et la Banque mondiale, FMI et Banque mondiale, qui, dans les années 80, on est en plein boom de la pensée néolibérale, leur disent « Ok, mais plan d'ajustement structurel ». Ces plans d'ajustement structurel, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de ressemblances aujourd'hui avec le plan d'austérité qu'on fait subir à la Grèce. Alors, il y a un volet qu'il n'y a pas pour la Grèce, c'est l'abaissement drastique des droits de douane. On leur dit, pour vous développer, il faut abaisser vos droits de douane, comme ça vous serez propulsé dans la concurrence mondiale et vous allez booster vos entreprises, votre économie la plus performante. Donc on baisse drastiquement les droits de douane, on privatise, alors là ça ressemble étrangement à la Grèce, on privatise énormément, notamment dans le secteur agricole, on va privatiser des services qui sont essentiels pour le développement agricole, que ce soit le conseil, des services ou des entreprises de transformation, des services de transport, de stockage, etc. Donc
le développement agricole va en prendre un coup, hein, de fait. Et puis on leur dit aussi, on les incite à développer leur secteur d'exportation. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que du coup, ça va faire énormément de développement de ces exportations et baisser les prix du coup de leurs exports. Mais en tout cas, le résultat, très brièvement, c'est que ça va aller plutôt dans le sens d'une plus forte dépendance alimentaire de ces pays. Et ça a été relativement, après coup, admis comme une catastrophe. Hein. Même la Banque mondiale a dû faire à un moment donné son mea culpa, plutôt très récemment, il y a quelques années, où à demi-mot, elle a avoué que c'était des politiques qui étaient quand même globalement qui avaient fait échec. En tout cas, voilà, les pays du Sud sont plongés dans la concurrence mondiale à ce moment-là, subissent cette concurrence mondiale, subissent en plus, du coup, l'agriculture des pays du Nord qui, elle, a pu profiter de politiques très protectionnistes pendant des dizaines d'années, qui a pu se développer fortement, qui est toujours très fortement aidée. Et donc évidemment, ça vous fait une concurrence extrêmement déloyale, puisque vous subissez une agriculture énormément plus compétitive, c'est-à-dire plus productive, et c'est des différences, il y a eu des calculs qui ont été faits, mais en gros, c'est des différences, ça peut être des différences de 1 à 500, voire de 1 à 1000 de productivité du travail entre un agriculteur, entre le paysan burkinabé qui n'a ni attelage, ni sélection de semences, ni évidemment machine, et puis l'agriculteur dit moderne d'ici, hein, vous avez des différences qui peuvent aller de 1 à 500, 1 à 1000, et donc vous les mettez en concurrence, et en plus vous mettez en concurrence avec un agriculteur qui ici gagne des aides de manière substantielle. Vous savez que si vous retirez, en moyenne, si vous retirez les aides agricoles en France, vous avez un revenu agricole qui est égal à 0. Il faut quand même le savoir, si vous enlevez les aides touchées par les agriculteurs, en moyenne, grosso modo, hein, ça dépend des productions, mais grosso modo, vous avez un revenu agricole égal à 0. Enfin, ça vaut en tout cas pour les vaches, pour les céréales, etc. Donc, ces agricultures se retrouvent en concurrence très forte. De même, alors, vous me direz, ça, c'est ce qui se passe au sud. Et puis, l'OMC prend le relais, puisque dans les années 90, vous avez aussi un accord qui se fait au niveau, cette fois-ci, de l'Organisation mondiale du commerce, et qui touche, du coup, l'ensemble des pays du monde, mais en particulier les pays dits développés, où on leur demande de démanteler leur politique agricole, de stockage alimentaire, tout ce qui permettait de réguler les prix, et de réguler la production, etc. Et donc, du coup, évidemment, vous vous retrouvez avec une mise en concurrence très importante des agricultures entre elles, et ce qui pose un problème, puisque vous avez, du coup, si vous voulez, quand vous mettez en concurrence toutes ces agricultures entre elles, ce que vous avez comme incitation, évidemment, c'est à baisser vos coûts de production le plus possible. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous mangez du poulet aujourd'hui, vous savez que la plupart du poulet que vous mangez aussi en France, c'est du poulet qui vient de l'étranger, qui est importé. Parce que la plupart du poulet de vos paellas, etc., pizza et compagnie, c'est du poulet importé qui vient bien souvent d'Amérique latine, en particulier du Brésil. Il faut savoir que, par exemple, ce poulet-là, il a été fait très souvent dans des exploitations qui sont en contrat direct avec des multinationales, avec des couveuses industrielles, en contrat direct avec des volailles qui sont nourries en maïs, soja, qui sont livrées avec des poussins qui ont été élevés dans des couveuses industrielles gigantesques, avec des salaires qui sont, en gros pour JBS, c'est 250 € par mois maximum pour les salariés d'agroalimentaire, et pareil pour les agriculteurs qui sont employés dans ces grandes fermes. Donc vous avez finalement un coût de production qui est à peu près à 0, estimé à la moitié du coût de production en France. C'est pas du tout les mêmes conditions, et pourtant c'est ça qu'on met en concurrence. Donc c'était pour vous montrer que cette mise en concurrence sauvage, évidemment, elle va pousser vers le nivellement vers le bas des conditions de travail, des conditions environnementales, et de tout ce qui fait la protection finalement de l'environnement et des salariés et des consommateurs. Donc voilà, pour vous brosser, si vous voulez, un tableau qui n'est pas très réjouissant, mais du moins qui vous montre cette évolution. Et quand je parle
de nouvel envol, ou en tout cas de situation. Est lié de manière un peu plus fondamentale à une approche qui a été très dominante depuis 60 ans, qu'on appelle l'approche productiviste. Et cette approche productiviste, elle était basée sur une certaine compréhension du problème de l'agriculture et de l'alimentation, qui était celle de l'absence d'une capacité pour l'agriculture de fournir une offre suffisante pour répondre à une demande en croissance. Une demande en croissance qui venait de l'augmentation de la population à l'échelle mondiale. La croissance démographique était de 2,4% de l'an en 1965 et elle est aujourd'hui de 1,4%. Donc on continue d'augmenter de population mondiale chaque année, mais le rythme de croissance démographique est nettement moindre. Mais dans les années 60, il était très vigoureux ce rythme de croissance. Et l'on a une population qui s'est urbanisée rapidement au cours de cette époque, avec des habitudes alimentaires qui ont changé, qui sont devenues plus gourmandes en protéines animales, obligeant en réalité l'agriculture à répondre à ce défi d'augmenter la production. Et il me semble, quand on remonte le fil des choix qui ont été faits au cours des années, et ça explique en partie aussi la politique agricole commune, naturellement développée à partir de 1961 sous Sigi Mansholt à l'époque, le premier commissaire européen chargé de l'agriculture, eh bien, pendant toute cette période, on a misé sur l'augmentation de la production. C'était ça l'objectif. C'est à cela que servaient les subsides, c'est à cela que servait la libéralisation commerciale, mais en même temps les mécanismes visant à protéger contre la concurrence les producteurs quand les gouvernements en avaient les moyens, et c'est cela certainement qui a orienté tous les choix en matière agronomique et en matière de paysage de l'agriculture. C'est pour ça qu'on a encouragé les économies d'échelle, la concentration agraire, la capacité pour les exploitants agricoles les plus compétitifs de grandir, quitte à ce que les moins compétitifs soient condamnés à disparaître peu à peu. Dans mon pays, la Belgique, depuis 10 ans, on voit chaque semaine 60 fermes familiales qui disparaissent parce que ce rouleau compresseur de l'impératif productiviste continue de produire ses effets. Et au fond, ce que ce productivisme a signifié, c'est 4 types de conséquences. D'abord, ce sont des impacts environnementaux qu'on a seulement progressivement réalisés, dont on a pris conscience que progressivement, mais qui aujourd'hui sont devenus un facteur limitant important de la croissance de la productivité agricole. L'on a en effet encouragé des méthodes de production, ce n'est pas à vous que je dois l'apprendre, qui épuisent les sols en extrayant les nutriments et la capacité du sol de maintenir une matière organique vivante. On a augmenté les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la production agricole et à toutes les phases qui suivent, la transformation, l'empaquetage, le transport des matières premières agricoles jusqu'à arriver dans les frigos des consommateurs. On a réduit la biodiversité en centrant les recherches agronomiques et les politiques d'encouragement à la production agricole sur un nombre relativement limité de plantes, de variétés végétales, de manière telle que la diversité qu'on trouve sur les supermarchés est très largement factice. En réalité, la gamme des variétés végétales dont nous dépendons n'a cessé de se restreindre au cours de cette année. Donc, conséquences environnementales tout à fait importantes. Deuxième type de conséquences, ce sont des conséquences en termes, je dirais, de développement rural et de capacité pour le monde des agriculteurs de survivre tout simplement. On n'a rien fait pour encourager les petites exploitations agricoles à se maintenir dans le marché. On a au contraire encouragé au regroupement d'agriculteurs de manière à réaliser ces économies d'échelle, à favoriser une mécanisation toujours plus poussée. Et au fond, on a voulu privilégier l'augmentation de la productivité par travailleur agricole actif. Et c'est vrai qu'on a réussi d'une certaine manière ce pari-là. On a augmenté les volumes produits par travailleur, mais au détriment souvent de la productivité par ressource, et y compris de la productivité par hectare,
dont l'augmentation que rapportent les rapports officiels est extrêmement factice ou extrêmement illusoire, et ça tient à la manière dont on calcule la productivité agricole, point sur lequel l'on pourrait revenir. Donc, deuxième conséquence, c'est au fond la désertification des zones rurales et la concentration de plus en plus forte de la production agricole entre les mains de quelques exploitants agricoles particulièrement compétitifs et des grandes firmes de l'agroalimentaire qui, grâce à une maîtrise de la logistique, grâce au réseau qu'elles entretiennent, grâce aux économies d'échelle qu'elles peuvent réaliser, sont les championnes de cette économie alimentaire low cost. Troisième conséquence, c'est une conséquence importante en termes de santé publique. On a, à travers cette approche productiviste, au fond, encouragé les producteurs, les agriculteurs, les agricultrices à se transformer en fournisseurs de matières premières pour l'industrie de transformation agroalimentaire. Ce qui rend possible pour les Unilever, les Nestlé de ce monde, de fournir des aliments transformés à des prix toujours plus attrayants pour les consommateurs, grâce aux subsides que reçoivent les producteurs de blé, de maïs, de soja que les gouvernements soutiennent et qui ne choisissent plus ce qu'ils produisent, mais produisent pour l'industrie de transformation agroalimentaire qui reçoit par là un soutien en réalité de la part des États, mais avec des conséquences extrêmement importantes sur le type de régime alimentaire dont nous dépendons. Et aujourd'hui, l'on se plaint beaucoup de l'augmentation apparemment inarrêtable de diabète de type B, de cancers gastro-intestinaux, de maladies cardiovasculaires liées à une mauvaise alimentation insuffisamment diversifiée et liées aussi à l'absence d'exercice physique, ces deux facteurs venant se combiner l'un à l'autre. Une responsabilité importante est dans l'évolution de nos habitudes alimentaires encouragées par des politiques agricoles qui n'ont absolument pas tenu compte de la dimension de la nutrition, de la santé, dans les choix qui ont été faits. Et puis, quatrième, dernière conséquence, et cela, Aurélie l'évoquait au moment où je suis arrivé pour vous rejoindre, c'est évidemment les conséquences sur les agricultures du Sud. Et elle a évoqué les écarts de compétitivité extrêmement importants entre les agriculteurs des pays de l'OCDE et les agriculteurs des pays en développement. Dès lors que vous encouragez une approche productiviste, vous encouragez cette mise en concurrence, vous avez une vision de l'agriculture qui prétend stimuler l'augmentation de productivité par la mise en concurrence de tous les agriculteurs du monde, mais au détriment, naturellement, de la diversité des mondes agricoles et pour accélérer la perte de ces petits agriculteurs qui, même sur leurs marchés locaux aujourd'hui, subissent parfois une concurrence venue des marchés internationaux. Et cette politique a eu pour conséquence que dans les pays du Sud, les gouvernements n'ont pas du tout été incités à investir dans la constitution de systèmes alimentaires locaux, à investir dans l'agriculture vivrière. Certes, certains agriculteurs du Sud ont bien traversé cette époque lorsqu'ils produisaient pour les marchés d'exportation, ils étaient suffisamment importants pour être compétitifs, mais c'est une petite minorité qui produit de la vanille, du café, du cacao, et même ceux-là reçoivent une part relativement minime du prix que paye évidemment le consommateur au final, compte tenu de leur très faible pouvoir de négociation dans les chaînes mondiales de l'agroalimentaire. Donc voilà un tableau qui effectivement est noir, que Aurélie vous a dressé, et donc ayant répété ce qu'elle a dit, je ne vais pas m'étendre davantage sur le diagnostic. Alors quelles sont les solutions et les pistes, et j'en terminerai par là pour ensuite peut-être qu'on entre en dialogue. Pour ma part, je pense qu'il y a peut-être trois directions dans lesquelles, entre autres, on peut réfléchir. Et naturellement, je me place en proposant ces pistes sous le paradigme alternatif du paradigme productiviste qui vient d'être rappelé, le paradigme de la souveraineté alimentaire. Première piste, c'est, et quand j'évoque la souveraineté alimentaire, c'est évidemment d'abord à cela que l'on pense tous, c'est la reconstitution de marchés locaux et régionaux, qui jusqu'à présent ont été vraiment les parents pauvres des politiques agricoles et alimentaires de nos gouvernements, mais aussi des gouvernements du Sud
très largement. Et je crois que reterritorialiser ces politiques, reconstituer des liens entre les producteurs locaux et les consommateurs locaux, réinvestir dans les chaînes courtes qui permettent de resserrer ces liens, c'est évidemment une première direction dans laquelle aller. Beaucoup des conséquences négatives que nous venons d'évoquer, Aurélie Trouvé et moi-même, sont liées à l'allongement des chaînes de production agroalimentaire, à la primauté donnée aux marchés internationaux et à la compétitivité de l'agriculture d'exportation au détriment des systèmes agroalimentaires locaux. Relocaliser la production, c'est donc une première priorité. Deuxième priorité, me semble-t-il, c'est d'avoir tout simplement des politiques alimentaires. Nous avons, la France, l'Union européenne, les gouvernements en général, des politiques agricoles, des politiques relatives à l'environnement, des politiques relatives à l'emploi, des politiques relatives à l'éducation, des politiques relatives à la santé. On n'a pas, par contre, des politiques alimentaires qui regroupent l'ensemble de ces questions dans des stratégies qui permettent de garantir une certaine cohérence dans les initiatives que nous prenons. De manière telle que nous avons d'un côté une obsession pour créer de l'emploi à travers une croissance que certains disent vouloir aller chercher avec les dents, et de l'autre côté, on détruit des emplois dans l'agriculture sous prétexte que ces emplois sont dans des circuits qui ne sont pas suffisamment compétitifs. Nous avons d'un côté des médecins qui s'épuisent à traiter des diabètes et à alerter les pouvoirs publics sur les dangers, les habitudes alimentaires que nous sommes en train d'encourager par les politiques agricoles que nous menons, et l'on a des politiques agricoles qui avancent comme si elles étaient sans lien avec les questions de santé et de nutrition. Nous avons des politiques environnementales qui cherchent à réparer le dommage causé par les monocultures, par l'agriculture industrielle, par l'usage excessif de pesticides et d'engrais azotés, et l'on a par ailleurs des subsides qui vont aux agriculteurs qui les encouragent à continuer de s'entêter dans cette agriculture industrialisée qui cause exactement ces dommages environnementaux contre lesquels un autre ministère va devoir prendre des mesures. Et ces incohérences sont devenues extrêmement préoccupantes. Elles sont, à mes yeux, inexcusables. Il faut d'urgence travailler de manière beaucoup plus intersectorielle, et ça suppose effectivement un ministère de l'alimentation qu'il faut que les gouvernements peu à peu songent à créer. Et puis, troisième piste, c'est par cela que je terminerai. Il faut, je crois, reconquérir une certaine démocratie dans les systèmes agroalimentaires. Vous savez, pour les Nations Unies, j'ai travaillé pendant 6 ans, sillonnant notre belle planète, n'est-ce pas, rendant des rapports au gouvernement, en faisant des recommandations dont ils prenaient diligemment note, quitte à ensuite faire toute autre chose sous l'influence des lobbies desquels ils se trouvaient. Et après 6 ans, au terme de 6 années, j'ai produit un rapport final qui a pour titre « Démocratie alimentaire ». Et je crois profondément qu'un des problèmes majeurs qui explique qu'on travaille toujours sur les symptômes et jamais sur les causes, c'est que l'on ne s'interroge pas suffisamment sur les influences qui s'exercent sur les gouvernements, sur l'information sur base desquelles ils prennent leurs décisions, sur les intérêts qui parviennent à capter la machine de la décision politique, et il faut d'urgence démocratiser la manière dont ces politiques agroalimentaires sont faites. Et ceci vaut au niveau national comme au niveau européen ou international. Démocratiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple créer à l'échelle d'un pays un organe consultatif qui permette aux agriculteurs, comme aux consommateurs, comme à la société civile, de faire des recommandations et des évaluations des politiques qui sont conduites par les gouvernements pour obliger ceux-ci à rendre des comptes. Et cela veut dire, au niveau local, au niveau de la municipalité ou du canton, créer des dispositifs qui permettent aux citoyens de proposer des manières de relocaliser les systèmes agroalimentaires. Je travaille beaucoup avec des politiques dans la Drôme provençale, dans une région d'à peu près 60 000 habitants qui s'appelle la Bio-Vallée de la Drôme. En fait, ce n'est pas une région administrative, mais c'est un territoire dans lequel
on tente d'effectuer une transition écologique, je suis poursuivi par un et qui tente précisément de favoriser une participation plus grande dans la prise de décision et d'encourager une transition vers une agriculture qu'ils appellent biologique, que je préfère pour ma part qualifier d'agroécologique pour des raisons qui tiennent à, je dirais, à autre chose que simplement à la terminologie, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais simplement dire que cette réappropriation par les citoyens des systèmes agroalimentaires me paraît absolument vitale aujourd'hui. C'est vrai chez nous, c'est vrai aussi dans le Sud, où très souvent les politiques qui ont desservi les petits paysans tiennent au fait que ces petits paysans n'ont pas accès à la prise de décision, sont illettrés, sont mal organisés, sont méprisés par les élites des villes qui les gouvernent, et il faut d'urgence que l'on soutienne aussi ces syndicats paysans-là. Voilà, je terminerai avec cela. Je voudrais peut-être proposer à Aurélie de prendre le relais, mais peut-être pour faire intervenir le public qui peut alors nous demander à nous de traiter toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et je suis d'accord, je le dis d'emblée, avec tout ce que dira Aurélie. Je suis d'accord. Bonsoir, Michel Buisson, agroéconomiste, retraité depuis très longtemps. J'ai la chance de connaître Olivier et Aurélie. Donc je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Je voudrais insister quand même sur 3 éléments par rapport à ce qu'ils ont dit. La première, sur ce qu'a dit Aurélie, sur la montée de l'agro-business, etc. Je suis d'accord. Ce qu'il faut, c'est voir aussi que ce qui se joue, ce qui s'est joué depuis 10 ans notamment, c'est que ce qu'elle a évoqué sur les firmes, les États et les règles, fait maintenant un système alimentaire mondial qui, au-delà de ce qui a été évoqué sur les semences et autres, est un système qui, et Olivier l'a un peu évoqué, qui marque l'ensemble de la façon dont les producteurs agricoles produisent très largement, à travers les prix, mais pas que, à travers les technologies, à travers plein de choses, et les consommateurs consomment. Ça a été évoqué, mais j'insiste sur cet aspect-là parce que la bataille est vraiment contre un système à 3 têtes, à 3 éléments, les firmes, les États forts et les règles. Et deuxième point que je voudrais évoquer, je suis d'accord avec Olivier sur l'approche par le productivisme, mais il ne faut pas oublier, en lien avec le premier point qu'a développé Aurélie, que ce productivisme, il a eu pour fonction et pour objectif d'accroître le volume des achats des producteurs agricoles aux firmes d'amont, et d'accroître leur volume de vente aux firmes de transformation. Et c'est ça qui a, le productivisme a contribué dialectiquement à constituer les firmes multinationales et les entreprises non multinationales, donc à construire ce système alimentaire que je viens d'évoquer. Le troisième point, c'est par rapport à la conclusion d'Olivier. Je suis d'accord avec les 3 axes. Mais si on décrit ce qu'est le système alimentaire, comme l'a fait Aurélie ou que je viens d'évoquer, si on décrit la stratégie des firmes, comme je viens de l'évoquer, ces 3 mesures ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut se battre, au nom justement de la souveraineté alimentaire, pour d'autres règles internationales, pour d'autres politiques régionales, etc. Il y a une bataille institutionnelle, militante et institutionnelle sur ces questions-là. Donc je voulais simplement évoquer ça, puisqu'il y avait le titre de souveraineté alimentaire dans l'appel. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas simplement la démocratie des systèmes alimentaires, c'est construire un autre système alimentaire mondial qui sera effectivement un ensemble de systèmes alimentaires régionalisés, localisés, etc., tel que l'a dit Olivier. Mais pour ça, il faut battre le pouvoir des firmes, il faut modifier les règles internationales, etc. Donc la bataille est au-delà de ce qui est évoqué, mais c'est simplement un complément. Merci. On va essayer de faire court pour les interventions. Que vous ayez le temps de réagir. Pierre Johnson, donc citoyen. Citoyen de transition.
Donc merci pour vos présentations qui étaient fort intéressantes. À chaque fois que j'écoute Olivier Lescuter, j'apprends quelque chose de nouveau. Et aussi Aurélie sur l'aspect plutôt financier, j'ai l'impression. Il ne faut pas oublier, effectivement, il y avait un petit complément sur la façon, l'intervention d'Olivier Lescuter apportait un petit complément sur le productivisme. J'étais un peu sur lequel Aurélie n'a pas été très précise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il faut bien dire, c'est que le productivisme de l'agriculture industrielle n'est pas plus productive. Elle n'est pas plus productive que l'agriculture paysanne. Parce que la première présentation aurait pu laisser croire. Donc il y a eu, voilà, et c'est la façon dont on calcule ça. Il y a plusieurs façons de le calculer, mais effectivement, elle entre dans une productivité des ressources naturelles plus efficace, comme c'est Vandana Shiva, je crois qu'il écrit assez bien ça, c'est pas la seule, mais dans un livre, dans ses livres, en tant que scientifique, elle a bien démonté la façon dont c'était calculé déjà il y a 10 ou 20 ans. Alors, ça c'est un point, et j'en ai juste un deuxième point, je suis d'accord avec vos actes, c'est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que le système de santé lui-même est de plus en plus intégré au système agroalimentaire mondial. C'est-à-dire que souvent, ce sont les mêmes consortiums où ils sont interreliés, ils ont des intérêts croisés. Donc, si vous voulez, BASF a intérêt à ce que vous ayez des cancers et à vendre des semences hybrides. Alors, basiquement, je serais très brutal, parce que pour moi, et je souhaiterais que, peut-être, je suis vraiment un sympathisant de la conciliation paysanne et de l'agriculture paysanne, surtout en agroécologie, mais je souhaiterais qu'on relie plus systématiquement ça à la santé, à la nutrition, et de montrer, lorsque vous n'avez pas eu le temps de faire, que vous avez fait dans d'autres conférences, comment finalement ce système agro-industriel nous a fait manger plus de viande, a créé une malnutrition, une mauvaise habitude, notamment par rapport au système laitier qui est très controversé, mais finalement il y a une surconsommation, tout le monde ne bénéficie pas pour sa santé d'une consommation de lait quotidienne, etc., comme c'est prescrit à tout âge. Voilà. Donc ces systèmes sont très liés en fait. Et une dernière chose, peut-être une décision pour ce qui me concerne, c'est qu'il faut aussi agir à son niveau local, c'est-à-dire sensibiliser au niveau de sa ville, au niveau des écoles, et il y a une unité de conscience qui apparaît en France, avec les vallées, bien sûr, qui est un exemple de production bio, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de demandes des parents dans les écoles, etc. Donc on peut agir à nos niveaux. Il y a une démocratie participative qui commence à exister, qui existe dans pas mal de pays quand même, et il faut s'en saisir et exiger effectivement que les enfants mangent plus sainement, qu'il y a des possibilités d'avoir des protéines autres que les protéines animales tous les jours, parce que c'est exact aujourd'hui, c'est aujourd'hui le modèle. C'est-à-dire que nos enfants, c'est des protéines animales tous les jours. Et donc il y a quand même beaucoup d'autres, la majorité des cantines, sauf dans certaines où il y a eu un travail fait d'explication. Cette explication, c'est difficile, mais ça peut se faire aussi au niveau local, parce qu'on est beaucoup sur les solutions globales qu'il faut pousser, mais qu'on n'a pas tous les moyens de pousser. Alors, on va prendre, excusez-moi les questions, même si c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on a des intervenants encore, pour Monsieur Lescuter, il doit prendre son train dans pas très longtemps, donc on va prendre juste les questions, et après on pourra prendre les débats, il y a un pot juste à la fin, donc voilà. Bonjour, Élise Trebuchon, étudiante à Sciences Po. Moi, je voulais juste savoir un peu, Aurélie Troué, vous n'avez pas eu le temps de développer les solutions alternatives que vous proposez. Et clairement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, parce que je pense que globalement, on est assez d'accord sur les constats. Et Monsieur Lescuter, je voulais savoir aussi si vous pouviez développer un peu plus, notamment au niveau de l'action en tant que citoyen aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part bien sûr faire du militer, peut-être faire du lobbying à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant qu'individu aujourd'hui pour essayer de faire bouger les choses? Voilà. Du coup, s'il y a d'autres questions. Je voudrais répondre en fait. Je voudrais répondre parce que malheureusement. Donc, excusez-moi, hein, vraiment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de poser leurs questions, mais la soirée ne fait que commencer. Non, écoutez, je voudrais d'abord dire que sur les obstacles que Michel Buisson a identifiés, il y en a un de plus que je voudrais quand même rappeler et qui rejoint les deux dernières questions qui ont été posées. C'est nous. C'est-à-dire nous, les consommateurs, qui avons développé des styles de vie qui oublient la centralité que l'alimentation doit y occuper. On n'a plus le temps de choisir ses aliments, on n'a plus le temps de cuisiner, on a très souvent des familles
où les deux parents travaillent, ou alors des familles monoparentales où on n'a évidemment pas le goût de cuisiner parce que l'on est 2 ou 3. Et l'on a au fond développé des modes de vie qui rendent la recherche d'alternatives extrêmement difficile. Et vous savez, les firmes de l'agroalimentaire ont beau jeu de dire qu'elles ne font que répondre à la demande qui correspond à ce type de vie-là, à ce type de consommateur-là, qui est peut-être pas vous, évidemment, dans la salle, mais qui est le consommateur, je dirais, lambda, pour qui les produits sont pensés. Hein? Pas cher, facile à préparer, qui ne réclame pas de talents spéciaux pour être préparés. On a aujourd'hui, si vous voulez, des appartements qui, aux États-Unis, sont vendus maintenant sans cuisine. On a un four en micro-ondes pour les plats préparés, et c'est tout. Et donc, je crois que cette perte du savoir culinaire, cette perte de centralité de l'alimentation dans l'existence, est un vrai obstacle. Et un obstacle culturel, si vous voulez, qui s'ajoute aux obstacles économiques, politiques, qu'on a évoqués tout à l'heure, qui rendent la transition plus difficile. Je crois d'ailleurs qu'il y a une dimension de genre dans cet obstacle. Je crois que beaucoup de gestes qui vont de l'achat d'aliments à leur préparation et à la préparation du repas familial étaient des gestes posés traditionnellement par les femmes, et que, bien que je me réjouisse naturellement que les femmes aient rejoint le monde du travail en masse depuis les années 50, je constate que dans beaucoup de cas, l'homme n'a pas remplacé la femme dans ce rôle, de manière telle que ce temps extrêmement précieux à nous relier à notre alimentation est un temps qu'on ne prend plus aujourd'hui. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il y a en nous aussi quelque chose à changer. Alors, du coup, effectivement, les transitions, entre guillemets, par le bas, me paraissent extrêmement importantes. Pour deux raisons. D'abord parce qu'elles préparent des alternatives crédibles. Elles sont, si vous voulez, une gibecière d'innovation sociale. Les AMAP, les jardins potagers collectifs, il y a toute une série d'innovations qui se développent, effectivement les cantines scolaires qui s'alimentent local, bio, etc., qui démontrent à celles et ceux qui en douteraient encore qu'il y a des alternatives viables et qui permettent de créer du lien social, qui permettent de relier les gens à leur alimentation, qui permettent de montrer la viabilité de solutions alternatives. Et puis, deuxième raison pour laquelle ces alternatives sont extrêmement importantes à encourager, à favoriser, c'est qu'elles peuvent peu à peu déboucher sur des transformations des normes sociales. Personnellement, j'ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle, par exemple, on a changé les normes sociales relatives à la fumée, au fait de fumer en présence d'autrui. Il y a 20 ans, il était tout à fait normal d'enfumer son voisin, l'on ne s'en excusait même pas, et c'était le non-fumeur qui devait tenter de s'abriter. Aujourd'hui, il est devenu à peu près inconcevable, dans un espace fermé comme celui-ci, de fumer en présence d'autres personnes. Et cette norme sociale s'est déplacée assez rapidement, un nouvel équilibre a été trouvé. Je rêve du jour où nos normes en matière d'alimentation, de consommation, de pratiques de consommation, vont basculer pour passer d'un équilibre à l'autre. D'un type de consommation dominant qui s'inscrit parfaitement avec ce paradigme productiviste qui a été décrit, à un autre type de comportement qui au contraire favorise le local, le bio, le temps que l'on passe avec d'autres pour faire du repas un moment convivial dans lequel on prend plaisir à être ensemble et à partager un repas. Et je crois que c'est ce basculement-là que les initiatives de transition permettent aussi de réaliser. Et je terminerai en évoquant simplement, pour illustrer que je ne suis pas simplement une sorte de doux rêveur, le fait qu'il y a 3 mois, je crois de cela, au Brésil, on a adopté des nouvelles directives nutritionnelles. Vous savez, c'est ce qu'en France et en Belgique, on distribue sous forme de triangle avec les aliments dont il faut se méfier, ceux dont il faut au contraire se nourrir et qu'il faut augmenter dans nos régimes alimentaires.
Et c'est généralement ce type-là de conseil qui est donné aux consommateurs. Au fond, on décrit l'alimentation un peu comme une ordonnance de médecin, où on donne les macronutriments, les micronutriments dont on a besoin, les glucides, les lipides, les protéines, etc. Et ce guide brésilien est très différent. Il nous parle d'heure fixe, c'est manger de manière diversifiée, c'est manger aussi peu que possible d'aliments transformés, autant que possible d'aliments frais qui sont préparés juste au moment du repas. Et c'est un guide qui, au fond, replace l'alimentation au centre de notre culture et de nos pratiques culturelles. Ça me paraît extrêmement encourageant et j'espère que nous serons demain tous brésiliens. Je prie de m'excuser, je constatais avec effroi que les trains qui rentrent sur Bruxelles partaient très tôt de Paris ce soir, donc je dois vraiment m'en aller. Mais je vous remercie de ce moment passé avec vous. Est-ce qu'on continue les questions ou les remarques dans la salle ou est-ce que... Non, alors oui, d'abord sur la question de l'agriculture paysanne, déjà, je suis tout à fait d'accord, enfin, sur productivisme versus agriculture paysanne. En fait, il y a déjà un biais, c'est qu'effectivement, à travers le productivisme, on a évalué essentiellement l'agriculture, la dite compétitivité de l'agriculture à travers un indicateur qui est, ça a été dit par Olivier Descouteurs, par le volume de production par actif, ou voire même ce qu'on appelle la production brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Mais dès que vous passez à un autre indicateur qui est la valeur ajoutée par actif, c'est-à-dire la vraie richesse créée, c'est-à-dire en gros vos recettes, moins vos bénéfices, moins vos charges, et bien là déjà vous passez à toute autre chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette agriculture productiviste, en création de richesse nette, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est-à-dire la production brute moins toutes les charges qui sont liées par exemple aux engrais, aux machines, etc. Et bien là, vous vous retrouvez avec des agricultures beaucoup moins compétitives et beaucoup moins créatrices de richesse que ce qu'on pensait. Je vous donne juste un exemple, parce que du coup, moi je bosse pas mal sur le lait. Vous prenez le Danemark, c'est vraiment l'extrême du productivisme. Ils ont des tailles d'exploitation en moyenne 3 fois plus grandes qu'ici. Ils sont déjà tous énormément passés au robot de traite, ils ont une concentration énorme. Voilà, je passe les détails. Et le modèle danois, c'est des endettements d'abord qui sont hallucinants. Et les exploitations sont tellement endettées aujourd'hui que je ne vois même pas comment ils vont pouvoir les transmettre. Hein. Ils sont à 1 500 000 d'endettement par exploitation, enfin des trucs hallucinants. Hein. C'est vraiment, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en France. Et surtout, ce sont des agricultures qui ont des valeurs ajoutées par agriculteur, c'est-à-dire une richesse créée par agriculteur beaucoup plus faible que chez nous. Hein. Donc c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a aussi la question de l'indicateur qu'on utilise sur cette agriculture-là. Et que si on réfléchit en richesse nette, finalement, cette agriculture paysanne, eh bien, il y a tout un pan de l'agriculture paysanne qui est capable aujourd'hui à la fois de créer plus de richesses par agriculteur, de créer plus d'emplois, de mieux préserver les ressources naturelles. Ce sont des agricultures qui sont plus économes en intrants, en machines, qui jouent plus sur les écosystèmes, qui vont par exemple utiliser des légumineuses pour mettre de l'azote dans le sol, qui vont utiliser des prairies en essayant de jouer sur la fertilité des prairies, sur tout un tas de techniques agronomiques. Et alors ce que souvent on m'oppose moi dans les débats quand je me retrouve face à des productivistes, c'est mais oui, mais vous êtes une passéiste. Vous vivez dans la nostalgie de l'agriculture d'il y a 50 ans. Moi ce que je leur réponds c'est que mais allez voir ces agriculteurs qui travaillent comme ça. Ce sont des agriculteurs extrêmement modernes, d'abord qui sont très bien formés, parce que pour faire ça il faut être très bien formé, c'est ça le problème d'ailleurs. C'est qu'il manque aujourd'hui des structures pour former à cette agriculture-là. Parce qu'aujourd'hui, le syndicalisme agricole majoritaire, les institutions, disons, principales, les chambres d'agriculture sont aux mains essentiellement du syndicalisme agricole majoritaire, hein, enfin toutes d'ailleurs en métropole quasiment, et que ce syndicalisme agricole majoritaire, il oriente vers cette agriculture productiviste et il ne donne pas les moyens aux agriculteurs de s'orienter vers, moi, ce que j'appelle l'agriculture moderne. Parce que pour moi, l'agriculture moderne, c'est une agriculture qui est capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est pas de nourrir le monde. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a cet enjeu-là, mais ça passe pas par
par l'agriculture productiviste d'aujourd'hui, je pourrais vous développer pourquoi. Bon, ça passe par une agriculture qui répond au problème de l'emploi. On a un contexte de chômage de masse. Est-ce qu'il est normal que l'agriculture ait détruit quasiment autant que l'industrie depuis 20 ans? On a une agriculture qui utilise énormément les énergies fossiles, alors qu'on sait qu'on va vers une pénurie énorme d'énergie fossile, qu'on sait qu'il faut une agriculture qui protège, qui respecte le climat, une agriculture qui respecte l'eau, qui respecte les sols, etc. Et aujourd'hui, l'agriculture fait le contraire. Enfin, en tout cas, une partie de l'agriculture, une grosse partie de l'agriculture fait le contraire. Donc être moderne, et c'est ça, il faut se réapproprier le terme de modernité. La modernité aujourd'hui, c'est cette agriculture paysanne, économe en intrants, machines, etc. C'est celle-là qui est moderne. Il ne faut pas laisser les productivistes dire que c'est eux qui sont modernes. Et ça, je pense que c'est très important dans le discours, parce que c'est la première chose moi, que je me fais renvoyer dans la tête à chaque fois que je parle avec un productiviste. Et je pense qu'on a mis dans la tête d'une grande partie du monde agricole qu'ils sont modernes parce qu'ils ont des grosses machines, parce qu'ils utilisent plein d'engrais, de semences, etc. Bon. Et je pense que ça, vraiment, il y a idéologiquement aussi un tournant à opérer. Alors, évidemment, il ne faut pas taper sur l'agriculture. Enfin, je veux dire, dans le monde agricole, et je vais parler maintenant des alternatives, il y a un tas d'organisations aujourd'hui qui se battent pour une autre agriculture. Alors, évidemment, il y a la Confédération paysanne, mais il y a les CIVAM, il y a tout un tas de... Il y a la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, il y a aussi des appellations de qualité qui vont très loin dans les cahiers des charges. Je pense par exemple à la production de comté. C'est un fromage qui, avec une profession agricole, qui a réussi à mettre en place une organisation très forte qui arrive du coup à ne pas se faire capter toute sa valeur ajoutée par les multinationales par des multinationales de la transformation de la distribution, qui arrive à mettre en place, qui par exemple oblige à avoir une fromagerie à moins de 25 km, ce qui fait qu'il y a tout un tissu de coopératives de transformation, ce qu'on appelle les fruitières. Quand vous allez dans le Jura, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, vous avez forcément une fruitière à côté du village où vous allez, hein, ce qui fait qu'il y a tout un tissu rural extrêmement actif. Donc voilà des agricultures qui sont capables aujourd'hui, qui proposent aujourd'hui des alternatives très fortes. Et il y a des agriculteurs qui se battent. Moi, il y a 2 ans, j'étais au Pays Basque, j'étais extrêmement étonnée de la vivacité là-bas, de la résistance qu'il y a. Il y a une chambre d'agriculture alternative qui se bat face au reste du département. Mais il y a un soutien énorme de la population et je pense qu'on est capable encore d'aller beaucoup plus loin dans cette direction. Et donc les alternatives locales qui existent aujourd'hui, alors voilà, Olivier en a parlé sur les AMAP, sur les terres de liens, sur le bio, etc. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'elle puisse porter autre chose, évidemment, que l'acte de consommation et cette alternative locale. Et je sais que c'est le cas, hein, mais voilà, je pense qu'il faut aller encore plus loin d'abord dans la coordination entre ces alternatives, ou en tout cas dans la capacité à peser dans le rapport de force. Hein. C'est-à-dire que toutes ces alternatives qui sont en train de foisonner, toutes ces batailles qui sont en train d'émerger autour de la ferme des 1000 vaches, hein, il va y avoir au Sable d'Olonne très prochainement sur le site de Poiroux, contre la ferme des 20 000 porcelets, je crois que c'est. Bon, voilà, il y a un tas de... Mais, je sais pas, Pierre-Alain, il est là. Il est parti. 12 000, j'exagère un peu. Bon, voilà, toutes ces alternatives qui existent, d'abord, montrent que les citoyens ont envie d'une autre alimentation et d'une autre agriculture. Et ensuite, voilà, je pense qu'il faut absolument porter des alternatives plus globales. Et j'y arrive très rapidement. Ces alternatives plus globales, alors Olivier en a parlé sur certains pans, moi je pense qu'il faut y rajouter la politique agricole commune. Aujourd'hui, la PAC, comme je vous le disais, c'est l'essentiel du revenu agricole français. C'est 40 milliards d'euros par an dans l'Union européenne, c'est 40% du budget de l'Union européenne. On ne peut pas laisser la PAC telle qu'elle est aujourd'hui. La PAC, il faut voir que ce sont des aides qui sont versées par hectare aujourd'hui, quel que soit l'état des prix. Donc vous pouvez avoir des prix au taquet, vous toucherez la même chose que si vous avez des prix super faibles. Ce sont des aides qui sont versées d'abord aux exploitations les plus grandes, puisque c'est versé par hectare, donc plus vous êtes grand, plus vous touchez, qui ont très peu de conditions environnementales qui sont posées. Et donc, d'ailleurs, voilà, il y a des études qui sont faites qui montrent que plus vous respectez l'environnement et moins vous touchez d'aide à l'hectare ou à l'actif agricole.
Ça, est-ce que c'est acceptable? Je pense que non. Aujourd'hui, un agriculteur en bio, il gagne en moyenne 2 fois moins qu'un agriculteur en conventionnel. Est-ce que ça, c'est acceptable en termes d'aide? Alors qu'il rend des services énormément plus importants à la société. À mon avis, ça, c'est pas acceptable. Et il faut que les contribuables, les consommateurs, ceux qui réagissent par rapport à cette distribution des aides de la PAC. Et dernier élément, et j'en arrive à la question de la souveraineté alimentaire, on ne pourra pas non plus avoir des prix qui rémunèrent correctement les producteurs avec une agriculture paysanne qui respecte l'environnement, l'emploi, etc., sans se protéger à minima de la concurrence internationale et des multinationales. Donc ça veut dire permettre au pays des politiques agricoles avec une protection aux frontières, et aujourd'hui ces protections aux frontières sont extrêmement fragilisées, je vous l'ai dit, par tout un tas d'accords internationaux. Ça veut dire également permettre à tous les pays qui le souhaitent d'avoir des politiques agricoles fortes, de stockage alimentaire qui permettent de stabiliser les revenus agricoles et qui permettent aussi de préserver la sécurité alimentaire, parce que quand vous avez des stocks alimentaires, ça vous permet aussi de répondre par les variations de stock à la question aux questions des besoins alimentaires. Donc pour finir, et je finirai sur la question de Michel Buisson, enfin la remarque de Michel Buisson qui est très juste, je pense qu'on ne peut pas non plus envisager d'alternatives sans restaurer un véritable commerce international coopératif. Ça veut dire pas dans le cadre de l'OMC et de la libre concurrence, soi-disant libre, d'ailleurs concurrence libre et non faussée, soi-disant, pas dans le cadre de cet OMC-là, mais dans le cadre d'une coopération internationale fondée sur la solidarité, et c'est pas complètement idéaliste. Il faut savoir que dans les années 60-70, il existait des accords internationaux qui permettaient, par exemple, sur certains produits, comme le blé, le cacao, le café, etc., qui permettaient aux pays de s'entendre sur des quotas d'importation, d'exportation, qui permettaient de s'entendre sur ce qu'ils allaient commercer, pour permettre d'avoir un minimum des prix stabilisés et une stabilisation du commerce international. Donc c'est pas totalement déconnecté de la réalité de penser ça, c'est simplement qu'aujourd'hui on est dans une période néolibérale de libre concurrence qui est vraiment marquée par cette idée du libéralisme économique et de cette concurrence entre les pays, qui aboutit au productivisme et au fait de dire on va capter le plus de parts de marché à l'étranger, donc on va produire un maximum. Mais cette mondialisation-là, elle n'est pas une fatalité. On a eu des tentatives d'un autre commerce international, je pourrais revenir par la suite, mais on a eu par exemple cette charte de la Havane, qui était en gros une alternative à l'OMC actuelle et qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été finalement, qui a été refusée par les États-Unis à l'époque, pour la petite histoire, mais qui au contraire fondait le commerce sur toute autre chose que la libre concurrence, mais plutôt sur le respect des droits sociaux. À l'époque, ce n'était pas l'environnement, mais des droits sociaux, la stabilisation du commerce, des monnaies, etc. Donc pour vous dire que cette concurrence et cette mondialisation néolibérale, ça n'est pas une fatalité, et qu'il y a eu, par le passé, des tentatives d'un autre type de commerce, un commerce alternatif qui soit fondé sur cette coopération internationale. Voilà, donc j'ai essayé de monter du local au global, peut-être pour essayer de compléter un petit peu sur cette question aussi de la politique agricole commune et du commerce international, qui sont à mon avis des questions très importantes et qui ne sont pas, juste pour vous dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est évidemment pas une fatalité. Il y a eu des périodes de progrès dans ce sens-là, on est plutôt à mon avis dans une période de déstructuration et de néolibéralisme économique, et en même temps toutes les alternatives qui émergent aujourd'hui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'autre chose. Et la question agricole et alimentaire, à mon avis, c'est vraiment une entrée exceptionnelle pour parler de cette remise en cause du néolibéralisme et du productivisme, puisqu'on voit toutes ces réactions de citoyens qui n'acceptent pas la situation actuelle. Voilà. J'ai une question aussi. Je ne sais pas si c'est possible d'y répondre facilement, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à imaginer. Je suis étudiante en paysagisme à Versailles et j'étudie la question des paysages de circuit court et des paysages d'amas. Et en fait, ma question, c'est de voir si les paysages de circuit court et d'amas sont des paysages qui diffèrent des paysages produits en conventionnel.
c'est difficile d'y répondre pour l'instant parce que j'ai des producteurs qui me disent les uns que la seule différence qu'ils ont remarqué c'est qu'il y a des mauvaises herbes maintenant et d'autres pas. Tandis que j'ai un producteur qui au contraire est engagé dans une démarche où il considère que le paysage peut être un levier agronomique et qui travaille du coup sur des notions comme l'idée de la parcelle, de la taille des parcelles, de l'usage de l'arbre et de la diversité des paysages. Du coup, je voulais savoir si vous aviez des remarques par rapport à ça ou des idées plus précises. Voilà, parce que je pense que c'est un terrain en friche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une réponse, juste très court. Il y a eu un colloque sur les paysages de l'après-pétrole. Donc il y a un réseau là-dessus en fait. Ça s'appelle, si vous cherchez les paysages de l'après-pétrole, il y a une revue qui a publié un numéro. Et il y a eu un colloque. Et le problème, c'est que après, circuit court ne veut pas dire forcément agriculture écologique, créatrice d'emplois et tout. Donc, voilà. Ensuite, c'est est-ce que derrière les circuits courts, il y a un vrai verdissement, on va dire, de l'agriculture. Bon, mais de fait, moi, je sais que je plaide pour la relocalisation des activités. D'abord parce que le circuit court, c'est un moyen pour les producteurs de se réapproprier la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qui est captée par d'autres maillons. Mais tout simplement aussi parce que je pense que plus on rapproche le consommateur du producteur, et plus le consommateur se rend compte de la façon dont sont produits les aliments, tout simplement. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, le principal argument, c'est-à-dire que, pour poursuivre ce que disait Olivier de Schutter, sur la question, on a envie de se réapproprier l'alimentation. En tout cas, il y a une envie qui est certaine au sein de la population. Et pour mieux connaître la façon dont on produit nos aliments, il faut évidemment que ce soit produit le plus proche possible. C'est quand même le meilleur moyen de savoir comment s'est passée la production. Bon. Et donc je pense que c'est à mon avis l'argument principal sur les circuits courts. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je sais plus, ça m'est sorti de la tête. J'ai une vilaine migraine et alors la lumière n'arrange rien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Je suis ici. Ouais, ah oui. Joël Labbé, je suis sénateur de Morbihan, groupe écologiste. Voilà, d'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai d'être là et d'entendre ce que j'entends. Je m'intéresse à ces sujets et évidemment, comme tout le monde ici, à la question du changement climatique. Quand j'entends parler, parfois j'ai le vertige. La COP21, il ne faut pas qu'on la rate. La France ne doit pas la rater, mais c'est la planète qui ne doit pas la rater. J'ai le vertige parce que les solutions techno, la question des 2 degrés d'élévation de température, il semblerait qu'on ne puisse pas. Seulement pour m'être intéressé aux questions agricoles et alimentaires, parce que la boucle va se boucler. Tout à l'heure, Olivier de Scutter parlait de l'évolution agricole qui a fait qu'on a, en utilisant de plus en plus d'énergie fossile, l'agriculture a libéré, je crois que c'est de l'ordre de 20% des énergies, des gaz à effet de serre qui sont produits par l'agriculture. Mais à l'inverse, il a parlé tout à l'heure, Olivier de Scutter, du sol vivant, de la matière organique vivante, qui est en régression sur l'ensemble de la planète. Elle peut se refaire, et si on la refait, alors c'est quelqu'un qui s'appelle Dominique Arouet, qui est pédologue à l'INRA, spécialiste des sols, et si on augmente de 4 pour 1000 la capacité des sols à capter le CO2 ou les gaz à effet de serre, eh bien, on résout le problème de l'ensemble des gaz à effet de serre. Alors, c'est très schématique, mais c'est la vérité. Derrière cela, si on reconstitue la valeur organique des sols, on travaille évidemment sur la richesse du sol, sur sa capacité à nourrir, et à nourrir les populations autant que faire se peut là où elles sont. Bon, Olivier de Scutter n'a pas eu le temps de parler de l'Afrique tout à l'heure, mais les études qu'il a menées là-dessus et la capacité de l'Afrique à doubler ses rendements en seulement 10 ans, ça c'est une réalité. Quant à la France, sur notre prétendue souveraineté alimentaire, je parle de Bretagne parce que je suis breton, la Bretagne a 1 650 000 hectares de surface agricole. Pour nourrir nos élevages intensifs, il nous faut la valeur d'1 million d'hectares d'Amérique du Sud de soja.
à 80% transgénique. Alors on parlait tout à l'heure du poulet, 46% du poulet consommé en France est d'importation, alors qu'on est un pays exportateur de poulet bas de gamme. Et là, on parlait des marchés africains, nos produits bas de gamme, on a demandé aux pays d'Afrique de l'Ouest de casser leurs barrières douanières pour que nos produits puissent aller sur leur marché là-bas, ce qui est absolument scandaleux. Alors quand les productivistes vont dire eh bien il faut qu'on continue d'augmenter nos capacités de production pour nourrir la planète, c'est absolument scandaleux. Alors de plus en plus de gens sont lucides là-dessus, ce discours-là est trop peu entendu officiellement, mais plus ça va, plus les gens prennent conscience. Et lorsque vous disiez ou tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité, moi aussi je pense qu'il n'y a pas de fatalité du tout, mais c'est les citoyens. Alors, il ne s'agit pas d'aller montrer du doigt parce que l'inculturation est telle via la télé, via tous les médias, le fait de pousser à consommer bas de gamme, à ne plus se soucier de ce qu'est l'alimentation, et bien tout ça il faut le remettre en question. Et où je reste positif, mais d'un optimisme combatif, c'est lorsque je vous entends, lorsque je vois que le public ici est extrêmement jeune et que derrière tout ça c'est votre avenir, et je me dis que sur la France, parce que la France qui a été leader de pensée, elle doit redevenir leader de pensée là maintenant, cette année, parce qu'elle a pris le risque d'organiser cette conférence mondiale. Voilà, merci, j'étais un peu long, excusez-moi. Donc Chancia Plaine, étudiante en droit de l'environnement à Paris Sud. Ma question en fait c'était de savoir, est-ce que vous avez, concernant les alternatives que vous avez évoquées, est-ce que vous avez des exemples, enfin ces alternatives, est-ce qu'elles s'appliquent seulement pour les pays européens et le Japon, ou vous avez des exemples des pays du Sud? Et si oui, quels sont les... Voilà. Bonjour, Vaïs Tuffin, un autre citoyen. Moi, je m'interrogeais sur des questions peut-être rhétoriques, mais qui, à mon avis, ont aussi des grosses incidences politiques, et donc, du coup, du mouvement qui peut s'enclencher. Moi, j'ai toujours l'impression que le terme de souveraineté, il n'est pas très judicieux, parce que, finalement, quand je vous écoute, quand j'écoute les autres, on se rend compte qu'il y a besoin d'un certain hégémonisme du partage, donc quelque chose qui ne pourra pas rester simplement dans une échelle locale, mais qui va utiliser l'énergie de l'échelle locale, et peut-être même d'ailleurs d'un certain nombre de politiques qui peuvent se faire aux frontières, mais dans l'esprit, finalement, à mon avis, on ne pourra pas se passer de répandre les choses, au-delà d'un désir de souveraineté, d'avoir soi-même de quoi se satisfaire, qui à la fois, pour moi, est un risque politique de récupération, et on le voit déjà aujourd'hui avec le Front National, et de l'autre côté, qui, à mon avis, invite pas du tout dans cette logique, qui finalement est une logique de partage, en fait, plus qu'une logique de souveraineté, c'est une logique de prise de risque sur ce qu'est cet héritage de la souveraineté, qui nourrit d'ailleurs autant l'ultralibéralisme que le keynésianisme productiviste. Voilà, donc c'était à la fois une remarque. Le productivisme n'est pas que néolibéral. Non, mais c'est une bonne remarque. C'est pas la même chose. Le productivisme et le néolibéralisme. Si tu veux répondre, on va Ouais, des questions. d'accord. Ouais, alors, je vais rebondir d'abord sur cette remarque-là, parce que je pense qu'elle est très importante. Parce que dans une période de montée des nationalismes, du FN, voilà, c'est faire attention aussi à ce que notre discours, il se démarque d'un discours qui n'est pas neutre, qui ne correspond pas à nos idées. Et en plus, avec ce problème que notre discours est récupéré par l'extrême droite. Et moi, je sais que... Bon, voilà, après, c'est des préférences. Moi, je sais que je préfère, en tout cas dans le contexte français actuel, parler de relocalisation que de souveraineté. Mais je pense que c'est important, quand on parle de relocalisation, de parler tout de suite après de solidarité. Parce que relocaliser, c'est pas seulement fermer nos frontières. D'abord, c'est pas, premièrement, se protéger
quand je parle de protection, c'est pas se protéger face aux autres pays, c'est pas monter les pays les uns contre les autres, c'est se protéger face aux multinationales, face à l'agriculture industrielle des autres pays. Ça n'est pas se protéger contre les autres pays. Hein, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, sur le TAFTA, sur la bataille contre le TAFTA, dans la coalition d'ONG, etc., on a bien fait attention de dire que c'était une coalition de citoyens contre les multinationales, avec des coalitions d'ailleurs d'ONG entre États-Unis et Union européenne, et pas l'Union européenne qui veut se protéger face aux États-Unis. C'est un peu différent. Hein. Enfin, je dis ça, à mon avis, dans le contexte actuel, c'est très important de se démarquer sur ce point-là, en termes de relocalisation. Et donc, quand on parle de relocalisation, c'est pas seulement fermer ses frontières et faire ce qu'on veut, c'est d'abord, donc avec le droit de se protéger, il y a le devoir de ne pas faire de dumping. Hein, donc ça veut dire ne pas booster à fond ses exportations avec des aides pour déverser des produits à très faible prix sur les marchés extérieurs. C'est ce qu'on fait actuellement, hein, puisque nos aides permettent de vendre à des prix qui sont en dessous de nos coûts de production, hein, quasiment, dans beaucoup de productions en tout cas. Donc ne pas faire de dumping, ça voudrait dire par exemple, ça pourrait aller avec, aller vers une annulation, c'est ce que demande un certain nombre d'organisations, l'annulation de la dette des pays du Sud. Ça pourrait aller avec la fermeture de nos paradis fiscaux dans lesquels transite l'argent de riches exilés des pays du Sud. Hein. Ça pourrait être, tout un tas de... Ça pourrait être aussi un certain contrôle de multinationales sur l'accaparement des ressources qu'elles opèrent dans les pays du Sud. Et il y a toute une campagne là-dessus contre l'accaparement des terres qui est faite par un tas d'ONG, de mouvements paysans, etc., qui passe par du droit. Il faudrait du droit international contre cet accaparement des ressources par les multinationales. Donc voilà, c'est effectivement la relocalisation. C'est une relocalisation solidaire. Mais je pense que la façon dont l'entend la Via Campesina au départ, en 1996, c'est le lancement justement de cette campagne pour la souveraineté alimentaire, au départ c'est vraiment, ça l'est toujours d'ailleurs, dans une visée effectivement solidaire, de solidarité, de coopération internationale. Voilà, moi je sais qu'en France ça peut poser question, ce terme-là, mais bon, voilà, après c'est le terme qui est utilisé au niveau international et je pense que c'est important de le garder parce que c'est ce que porte la Via Campesina au départ. Sur alors je voulais rebondir sur la Bretagne, parce que je vais dans le Finistère demain soir. On a un colloque sur le lait organisé par la Confédération paysanne. Mais j'aime bien l'exemple de la Bretagne, parce que d'abord il y a eu le mouvement des bonnets rouges il y a un an, hein. Et voilà, il n'est pas terminé. Et puis parce que justement, je pense que c'est vraiment un bon exemple des limites de l'agriculture productiviste, mais qui va dans le mur, quoi. C'est-à-dire vraiment dans le mur, économiquement, pas seulement environnementalement, mais économiquement. D'abord, c'est une agriculture, vous voyez, c'est une agriculture qui n'est par exemple plus capable de respecter la directive européenne sur les nitrates. Bon, il n'y a pas que la Bretagne, hein, il faut faire attention. Mais alors, que fait le gouvernement par rapport à ça? Au lieu de dire, mes amis bretons agriculteurs, on va vous aider à respecter la directive européenne sur les taux de nitrates dans les eaux, pour faire en sorte que les consommateurs d'eau bretons puissent avoir de l'eau potable. Au lieu de dire ça aux agriculteurs, qu'est-ce qu'ils leur disent? On va aller négocier à Bruxelles pour amenuiser cette directive nitrate. Je le dis parce qu'il y a actuellement un double discours du gouvernement sur l'agroécologie. Agroécologie d'un côté, puis de l'autre, on dit on va aller renégocier la directive nitrate au niveau bruxellois. Hein, il n'y a pas que ça comme que je pourrais... Voilà. Mais, donc, effectivement... L'impasse également sur les exportations, c'est-à-dire c'est une agriculture essentiellement d'exportation en ce qui concerne l'élevage. Et bien le jour où Bruxelles a dit on arrête les subventions aux exportations parce qu'il n'y a plus le droit, l'OMC dit, à mon avis à juste titre, on arrête le dumping, on arrête les subventions aux exportations, c'est-à-dire des aides qui permettent d'exporter à des prix beaucoup plus faibles que ce qu'on pratique en France, pour pouvoir l'exporter dans les autres pays. Le jour où Bruxelles a dit ça, eh bien, d'où Tilly Sapco, etc., ces entreprises agro-exportatrices ont mis la clé sous la porte, ont licencié je ne sais combien de centaines de salariés. C'est la crise, mais c'est la crise de cette agriculture productiviste industrielle. Hein. C'est pas la crise de l'agriculture qui est par exemple soutenue par un réseau comme le CEDAPA, qui en Bretagne essaye tant bien que mal d'inciter à une agriculture un élevage de prairies avec l'économie des intrants, etc. C'est la crise pour cette agriculture industrielle, qu'on soit bien d'accord.
Mais du coup, voilà, je pense que c'est un très bon exemple, à la fois d'agriculture qui va dans le mur, et de l'autre, des alternatives qui sont en train de se mener, des fois depuis plusieurs dizaines d'années, hein, c'est le cas de CEDAPA, d'André Pochon, et tout ça, pour ceux qui connaissent, et qui mènent des vraies alternatives, des paysans qui montrent qu'on peut faire autrement, en gagnant autant, et par contre, en préservant l'environnement et en préservant l'emploi. Bon, je vais finir sur la question des circuits courts, de l'alimentation, etc., et des alternatives. Alors des exemples aussi au nord, mais bon, je sais que je pense que Michel, par exemple, tu pourrais revenir dessus. Il y a un forum social mondial très bientôt à Tunis où il va y avoir beaucoup d'ateliers dessus. Mais par exemple, il y a toute une campagne qui est montée avec notamment des syndicats paysans du Sud contre l'accaparement des terres, où il n'y a pas que des agriculteurs dedans, hein, il y a des citoyens, il y a des organisations citoyennes qui se battent contre cet accaparement des terres à grande échelle. En Europe, par contre, j'aimerais bien aussi en parler un tout petit peu de l'Europe. Il y a plein d'alternatives qui se montent. Par exemple, en Allemagne, alors je le dis pour tous mes copains d'ONG, tout ça, ils ont une capacité d'organisation et de fédération qui est beaucoup plus forte, à mon avis, que la nôtre. Il y a ce qu'on appelle l'Agrarbündnis, qui est en gros la plateforme de souveraineté alimentaire en Allemagne, qui réussit à mettre 30 000 personnes dans la rue cette année, l'année dernière aussi, sur la souveraineté alimentaire à Berlin. C'est quand même pas rien. Si les gens étaient capables de mettre 30 000 personnes dans la rue à Paris, au moment du salon de l'agriculture, par exemple, sur la souveraineté alimentaire, je pense que ça pourrait faire avancer des choses. Mais en tout cas, voilà, il y a une plateforme là-bas qui est extrêmement active, qui regroupe les bio, les paysans, les ONG environnementales, etc. En Grèce, par exemple, actuellement, se passe pas mal de choses aussi. Alors, évidemment, c'est sous l'effet de la crise. Les gens se disent, on n'arrive plus à se nourrir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils court-circuitent les entreprises, les grandes entreprises, les supermarchés, les grandes entreprises de transformation. Et on a tout un développement de circuits courts, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des patates, je ne sais pas si on en a entendu parler en Grèce, où en fait les gens redécouvrent les circuits courts et l'alimentation de proximité, alors forcée évidemment, voilà, où il y a un retour aussi au potager, à la terre. Alors je dis pas, c'est pas que tout rose parce que ils n'ont pas trop le choix, mais en même temps, voilà, il y a plein de mouvements de souveraineté alimentaire qui sont en train d'émerger au travers de cette crise sociale, parce qu'il y a une redécouverte, il y a un retour à la terre quelque part à travers cette crise sociale. Voilà, donc des exemples divers et variés. Mais c'est vrai que pour revenir, et je finirai là-dessus, à ce que disait Olivier de Schutter, je pense que vraiment la question fondamentale, elle est celle de notre réappropriation de notre alimentation. En tout cas ici en France, hein, c'est-à-dire la manière dont on se nourrit. J'ai souvent l'anecdote du Royaume. Je suis allée faire une partie de mes études en Angleterre et une partie de ma recherche en Angleterre, et ça m'a toujours frappée parce que quand je suis arrivée, vous voyez, à midi, en fait, on mange un sandwich devant l'ordinateur, c'est-à-dire aucun de mes collègues n'allait manger ailleurs que devant son ordinateur avec son sandwich. Donc, dans le labo de recherche, on est 30, les 30 mangent avec leur sandwich devant l'ordi, donc je me retrouvais toute seule à essayer de chercher désespérément un bar qui puisse m'offrir, je caricature à peine, hein, à manger, à déjeuner le midi. Et puis, quand j'allais chez mes collègues chercheurs, chez eux, effectivement, il n'y avait aucune casserole, il y avait un micro-ondes. Il y avait les couverts, les assiettes et le micro-ondes, quoi. Mais il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de plat, il n'y a rien. Et c'est pour vous dire qu'on peut encore aller très loin dans le démantèlement du lien entre le consommateur et ce qu'il mange. Mais bon, je pense que ce n'est pas le mouvement qui est actuellement en France, et que c'est le mouvement inverse qu'on est en train de connaître. Alors maintenant, voilà, il faut qu'on essaye de construire un rapport de force qui nous permette d'imposer aussi d'autres politiques agricoles, et d'autres, voilà, par exemple les circuits courts, si on veut vraiment les développer, une mesure serait de dire toutes les cantines doivent avoir une partie de leur approvisionnement en circuit court et en circuit et en bio. Alors pour ça, il faudrait notamment piétiner le droit de la concurrence européen qui empêche d'avoir des appels d'offres qui avantagent les produits locaux. Mais n'empêche qu'on pourrait tout à fait faire pression pour qu'on ait dans toutes les cantines de France et dans toutes les cantines d'administration, je vous dis, ça pourrait quand même populariser très largement le bio et le circuit court, avoir donc un autre type d'approvisionnement. Ce serait ce type de mesure déjà qui, à une échelle locale et nationale, permettrait d'avancer largement. Voilà, j'étais encore trop longue.
merci à tous, merci Audrey, Aurélie, pour cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Et alors du coup, juste pour rappeler les événements qui ont encore lieu dans la semaine de l'agriculture paysanne, qui est du coup aussi une occasion de montrer que les étudiants s'intéressent à ces questions. Tout n'est pas perdu, comme on l'a dit. Il y a encore plein d'alternatives à construire. Donc demain soir, encore à l'ENS, on pourra discuter avec Guy Kastner et Frédéric Thomas sur donc la brevetisation du vivant. On a un peu évoqué le sujet ce soir, on pourra y revenir demain. Et samedi après-midi, au siège de la Confédération paysanne, on organise une conférence gesticulée sur le lien entre rural et urbain. Et on finit sur un apéro et un concert, parce que c'est en faisant la fête qu'on peut plus partager des idées. Et je rajoute un dernier mot, c'est que si toutes ces questions vous intéressent, et que vous voulez militer un peu plus, vous pouvez rejoindre les amis de la conf, et Laurent vous en parlera un peu plus à l'apéro qui a lieu juste après. Voilà, merci. Et juste un dernier mot, si vous voulez aussi vous impliquer, il y a une bataille actuellement contre l'accord transatlantique. Il y a tout un tas d'organisations, de réseaux citoyens, etc. qui sont dedans. Il y a un site qui s'appelle le collectif Stop TAFTA. Et vous avez évidemment aussi la grosse mobilisation à venir au moment du sommet sur le climat. Je vous assure que ce sera une énorme mobilisation. C'est en France, au Bourget, c'est un symbole, en novembre-décembre. Et voilà, on a prévu une très grosse mobilisation internationale. Les internationaux nous attendent au tournant parce qu'ils veulent vraiment qu'en France, on soit capable de dire non à la fatalité et de dire qu'on veut des mesures à l'échelle internationale contre le changement climatique. Et je vous assure que si on ne fait rien, on s'attend à un accord complètement vide. Donc il faut absolument qu'on se mobilise pour le changement, enfin contre le changement climatique d'ici le mois de décembre. Voilà.